Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, Mort à Venise, Tous les chiens vont au paradis et un film mystère. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous, ici Guy à Saint-Cyr, On jase de film. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, soit 3 coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les Goods, the Bad and the Ugly de sa cinéphilie. Et justement, aujourd'hui, mon invitée est une scénariste et une autrice, c'est Caroline Allard. Salut Caroline. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va super. Caroline, t'es derrière les projets comme Mère indigne, t'as co-scénarisé Ah oui. ou scénarisé Conseil de famille. On peut t'entendre à Plus on est de fou, plus on lit. T'es la madame dans la quarantaine qui lit des livres érotiques pour le segment Érotissimo. Hey, écoute, j'ai 48 ans, presque Ah, 49. Bientôt, là, on va pouvoir dire la madame dans la cinquantaine. la quinquagénaire Caroline Allard. Oui! Caroline, avant qu'on rentre dans ta liste, c'est quoi tes premiers souvenirs de cinéma? Comment t'as commencé à aimer ce médium-là? Ben, écoute, moi, je suis une fille de la campagne, comme je me plais à le rappeler souvent. Oui. Et la campagne, pas très loin de Montréal, là, mettons 45 minutes, mais en termes de cinéma, quand tu es jeune puis tu habites sur un rang, Mhm. c'est vraiment très, très loin. Le plus proche cinéma auquel je me souviens d'avoir été, c'est le cinéma à Terrebonne, qui était un cinéma Guzzo, mais qui a juste commencé à opérer en 1990, c'est que j'avais 19 ans. OK? Fait qu'avant ça, je me souviens d'avoir vu E.T. à l'école primaire. L'école avait projeté le film dans le gymnase qui était plein. Je me souviens, il servait du popcorn aussi. C'était une expérience assez fabuleuse là, de voir ce film-là qui était assez étrange aussi, là, avec pratiquement tous les amis de l'école primaire. Je me souviens d'avoir été au cinéparc aussi quand j'étais jeune avec mes parents, mais vraiment, là, pour moi, le cinéma, avant que j'arrive à Montréal, au moment où j'avais justement ça, le 19-20 ans, c'était les gros films d'action, c'était les grosses comédies américaines. Donc, moi, j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. Pour moi, le cinéma, c'était du grand déploiement, c'était du divertissement. Puis là, ben, j'arrive à Montréal, à l'université en philosophie. Oui. Ça fait que le monde en philosophie, ben, j'imagine qu'elle allait voir Die Hard, eux autres aussi, mais ils se vantaient plus d'aller dans les cinémas de répertoire. Et puis, ben, c'est avec un copain dans ce temps-là qui était en philosophie aussi que j'ai écouté mes premiers films de répertoire. Donc, de ceux-là, Mort à Venise, mais Oui. je me souviens aussi d'avoir vu plein de films français, là, Les Enfants terribles. Je me souviens d'avoir vu, c'est quoi déjà, tu vas savoir, toi, est-ce que c'est Diva, là, l'espèce de film? Oui, le film du gars qui enregistre un concert d'une femme qui a jamais été enregistrée de sa vie, puis ça devient une espèce de copie Oui, bootleg, là. voilà, Ouais. exactement. Je me souviens d'avoir vu Jules et Jim Mm. aussi. Puis là, vraiment, je me souviens d'avoir vu La Reine Margot au cinéma, qui est Wow. quand même du divertissement aussi d'une certaine façon, mais j'avais jamais vu des films comme ça avant. Mhm. C'était vraiment pour moi une énorme découverte là, de voir que justement qu'il y avait des choses au-delà de Die Hard, que par ailleurs j'aime beaucoup, c'est à le dire. Mais vraiment, puis c'est drôle, hein, parce que t'arrives au début de l'âge adulte, puis là, tu découvres toutes ces choses-là. En même temps, tu sais, genre, tu manges des sushis pour la première fois. Tu sais, moi, mes filles, ils mangeaient des sushis quand il y avait 4 ans, là, tu sais. Mais on était dans une époque aussi, là, où culturellement, il y a pas mal de choses qui s'ouvraient aussi. Fait que le cinéma, pour moi, ça s'incarne, là, dans cette époque-là de ma vie où est-ce que, ben, t'es en pleine période d'apprentissage, puis le cinéma, c'était un apprentissage comme ça pour moi aussi. Oui. Je veux savoir, avant qu'on continue, as-tu des écouteurs? Parce que si je te parle en même temps, ton son va couper. Là, ça l'a pas fait, mais juste au cas Non, j'ai pas où ça le d'écouteurs. fasse. Comment? Je n'en ai pas. Ah, d'accord. On va continuer comme ça, puis je ferai attention pour pas te couper. C'est beau. Ah, ben, ah, OK, écoute, ben, veux-tu que j'en mette? Oui. Oui? OK, ce sera pas long.
J'en avais mis l'autre jour, mais ça m'a causé comme un peu de reverb, mais tu me diras si jamais il y a un problème. Ouais, ok. Me voilà. Excellent. Puis non, il n'y a pas de reverb, je t'entends très très bien. Super. Yes. T'en as parlé, rentrons maintenant dans ta liste. Mort à Venise, 1971 de Luchino Visconti. Ça met en vedette Bjorn Anderson et Dirk Bogarde. Je ne sais pas si je le prononce comme du monde, si c'est Bogarde ou Bogard. Moi, c'est Doc Bogard Dirk qu'on dit à la Bogarde. française. Ouais. Qu'est-ce que ça raconte, ce film-là? C'est un film d'art, c'est un film d'art et d'essai, on pourrait dire. Oui, absolument, mais c'est tiré d'un roman de Thomas Mann. Hmm? Donc, et ça raconte l'histoire d'un compositeur ou d'un chef d'orchestre qui va en vacances à Venise, il est en panne d'inspiration, puis il se retrouve dans un resort, là, finalement, sur la plage avec des gens quand même assez riches. Et cet homme-là va tomber sous le joug d'un très jeune homme, d'un adolescent à la beauté vraiment éthérée. Cet homme-là, donc, Dick Bogart va vraiment avoir un coup de cœur esthétique pour Mhm. ce jeune homme-là. Il va tomber en amour avec lui, ce qui va rester un amour platonique, mais quand même, on va sentir l'intensité de ces émotions-là. Et la particularité de ce film-là, puis c'était drôle de voir aussi que tu me proposais d'en parler en ces temps de pandémie, Oui. c'est que ça se passe au moment où la peste, justement, commence à décimer Venise. Mhm. Donc, au fil du film, on va voir la peste s'infiltrer, en fait, dans la vie des personnages. Il va rester à l'écart au début parce qu'ils sont dans cette espèce de resort-là, mais peu à peu, les gens vont quitter le resort, ça va être de plus en plus désert, ça va ressembler, dans le fond, à nos rues en plein confinement. Il n'y aura personne alors qu'en général, c'était animé et tout. Mhm. Quand il va y avoir des excursions à Venise, dans la ville, les gens, on va voir des gens qui meurent, en fait, de Ouais. la peste, mais les autorités et tout veulent rassurer les touristes, dire que non, c'est pas grave, il se passe pas tant grand-chose que ça. Et Dirk Bogarde va essayer de convaincre la mère du jeune homme de s'en aller, de quitter, parce que, bon, il veut le sauver, en quelque sorte. Puis lui-même pourrait quitter, mais ne quitte pas, il reste à cause, justement, de cette espèce de coup de foudre qu'il y a eu. Mhm. Et et il va aller se faire faire à un certain moment. C'est ça, c'est un film avec des images qui sont absolument grandioses. Là. Mhm. Tu sais, ça, je me souviens, j'ai vu ça au début de ma vingtaine, puis j'avais pas réalisé avant de voir ce film-là à quel point le cinéma, ça pouvait être un art visuel Ouais. avec des images aussi spectaculaires, aussi chargées là, de beauté, d'émotion et tout ça. Et donc, Dirk Bogarde va aller se faire faire un masque de beauté chez un esthéticien, je ne sais pas comment dire, chez un Ouais. coiffeur en tout cas. Et son masque, il va se faire maquiller littéralement, il va sortir de là et ça va être comme un masque mortuaire finalement. Mhm. Donc, il va préfigurer la mort de ce personnage-là dans une scène absolument sublime, encore une fois, là, mais Mhm. une scène mortelle mais sublime. Donc, j'ai juste écouté ce film-là une fois, c'est Ouais. drôle, hein, mais j'y pense vraiment souvent. Ouais, comment ça que tu Euh, t'habites encore autant? Ben, c'est Presque, drôle parce qu'on dirait presque que c'est 30 ans comme plus tard, là. oui, c'est ça, mais c'est un film, on dirait, qui va toucher plus large que ce qu'il montre, là, tu sais. Puis c'est sûr que dans un temps de pandémie, mais j'ai repensé à ce film-là, Ouais. tu vois? J'ai repensé à ce film-là dans le temps du MeToo aussi, disons, au début du MeToo, il y a quelques années, parce que, bon, on parle d'un homme dans la cinquantaine qui tombe amoureux d'un jeune adolescent. Il y a des scènes où il y a un peu de malaise parce qu'on sent toute l'intensité de ça. En même temps, dans le tournage, le jeune acteur Björn Andresen s'est plaint plusieurs années plus tard là, d'avoir été traîné dans des Mhm. clubs gays alors qu'il ne voulait pas y aller puis il était trop jeune. Mais donc, il y avait une espèce d'ambiance aussi dans le tournage, semble-t-il, là, tu sais, de laquelle on pourrait parler aujourd'hui là, d'une autre façon. Donc, je pensais à ce film-là, mais c'est ça, c'est des images qui peuvent pas faire autrement que de nous accompagner.
ça s'imprime, on dirait, en nous, là, ce genre de film-là. Puis, enfin, moi, c'est ça, ça m'a... Puis aussi, comme je te disais, ça correspond à une période où j'étais vraiment comme une éponge, là, tu sais, par rapport à des nouveautés que je pouvais découvrir. Puis ce film-là était quelque chose que j'avais jamais vu avant. Je pensais pas que ça pouvait exister, des films comme ça. Donc, l'impression que ça fait sur moi était encore plus grande à cause de ça, je pense. Oui. Puis, on l'a dit en ouverture, mais tu t'occupes du segment Erotissimo à Plus on est fou, plus on lit. Qu'est-ce que t'aimes de ces genres-là qui vont transgresser, qui vont aborder certains tabous, qui vont essayer de toujours aller un petit peu plus loin? Pourquoi ça vient de chercher en général Oui, bien, en ce style-là? général, puis je dis pas que l'érotisme, c'est du malaise, là, mais Oui, non, non, donc, non, 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 mais il y en avait un peu dans ce ouais, film-là, mais j'aime ça être déstabilisée, j'aime oui. ça. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, être déstabilisés, qui aiment voir ce qu'ils ont déjà vu, qui aiment pas nécessairement être confrontés. Moi, j'aime ça être confrontée parce que je trouve que c'est justement le moteur de la découverte, c'est d'être confrontée, le moteur de la création aussi. Qu'est-ce qui va me permettre d'avoir Mhm, envie d'approfondir des choses? Ben, c'est d'avoir été bousculée dans ce que je croyais avant. Donc, des films comme ça, oui, c'était confrontant, ça me bousculait autant au point de vue esthétique là, qu'au point de vue de l'histoire qui était racontée, parce qu'on s'entend que ce genre d'histoire-là, c'était pas du tout hollywoodien, mhm. entertainment typique de ces années-là non plus. Donc, c'était confrontant pour ça aussi. D'ailleurs, le film Mystère Oui, dont on va parler était un film qui a été très, très confrontant aussi, OK. mais d'une autre façon complètement. On peut en parler maintenant si tu veux. Oui, ben oui, oui, allons-y, justement, ton film mystère. Ben En oui, fait, c'est je ça. dis film mystère parce que tu m'as écrit en me disant je sais plus c'est quoi le titre, je sais plus c'est quoi. Je sais plus c'est qui les acteurs, je sais Non, pas c'est qui les absolument réalisateurs. Tu pas. sais, moi Oui, c'est j'essaie ça. d'être professionnel dans le podcast. J'essaie de faire mes recherches, de fouiller. Hey, Finalement, écoute, mais c'est ça, je dis mystère. On disait mystère comme si je savais c'était quoi, puis je voulais faire une surprise, mais non, pas du tout. C'est c'est mystérieux pour moi aussi. Mais c'est un film que j'ai vu au Festival du film juif de Montréal au début des années 2000. oui. C'est un ami philosophe, Ruven Augien, qui est malheureusement décédé il y a quelques années, avec qui j'avais été au Festival du film juif. Et on avait vu ce film-là, qui était un film qui datait des années 30 et qui était une comédie. Et donc, il y avait de la légèreté là-dedans. C'est l'histoire d'un marchand à New York, si je me souviens bien, qui cherchait à marier sa fille. Donc, on était dans les entreprises de vêtements aussi. On se promenait là-dedans. On était dans les familles. Et on était avant la Deuxième Guerre mondiale et on Mhm. était avant l'Holocauste. Et Oui. on ne savait pas ce qui s'en venait. Et moi, j'ai vraiment, c'est drôle, j'ai l'émotion qui remonte encore là, parce Oui. que la légèreté qu'il y avait là-dedans, ben, on peut plus la voir, de façon naïve là, heu, Mhm. sachant ce qui s'en venait. Donc, c'était une comédie, mais comme spectateur, c'était d'une tristesse, infinie à regarder Mhm. parce que, on se disait: «Ils savent pas ce qui les attend», puis en même temps: «Et si c'était pas arrivé?» Tu sais, tous ces gens-là Ouais. qui vivaient leur vie, dans le fond. Et Mhm. on se rend compte vraiment que la cicatrice que tout ça a laissée, on peut mieux la ressentir si on se plonge dans l'atmosphère avant. Mhm. Tu sais, dans la joie, la gaieté qu'il y avait dans cette innocence-là. Et là, après, ben, on voit là, vraiment la grande faille, là, tu sais. Puis aussi, ce que ça m'a fait réaliser, c'est qu'on le sait que les films, ça peut pas exister en vase clos. Tu sais, des fois, ben, tu sais, on apprécie un film pour ce qu'il est, oui, mais en même temps, on met des choses dans ce qu'on regarde. Oui. Puis cette fois-là, c'était plus évident que jamais, là, tu sais, ce que ce film-là était, mais ce qu'il devenait par la force des choses quand on le regardait plusieurs décennies plus tard. Ouais. Puis, ben, je trouve ça drôle que tu parles de cette perte d'innocence-là parce que pour avoir vu quelques films aussi de cette époque-là, il y a tu sais, du cinéma de cinéastes comme Ernst Lubitsch ou même Le Dictateur de Chaplin qui sont faits dans Mm. des contextes où on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Puis la question du nazisme, la question du fascisme est traitée avec une certaine légèreté. Puis c'est ça, c'est comme, tu sais, Oui, c'est leur normalité. Puis c'est ça, ils ne peuvent pas encore savoir. Il y a toujours une espèce de décalage où tu te dis mais ils s'en vont vers quelque chose de tellement épouvantable, puis ils en parlent encore comme si c'était
juste une petite guerre ou juste ça va se régler bientôt. Ouais, c'est très Ben oui, c'est ça. Puis ça nous fait, tu vois, puis bon, je fais un lien encore avec la pandémie, puis bon, qui est pas, l'analogie n'est pas parfaite, mais Trump, au début, qui disait, oui, ben oui, il va y avoir 4-5 personnes qui vont avoir la COVID, l'été va arriver, ça va, tu sais, ça va régler tout ça. Donc, on a vraiment tendance à être dans le déni, peut-être, par oui, rapport à ce qui s'en vient, puis à pas le voir. Puis là, ben, c'est ça, on l'a en plein visage. Puis aussi, ben, Ruven, avec qui j'étais cette mhm. journée-là, est né dans une famille juive polonaise qui était survivante, de Ah, Shoah. Donc, de voir ça en plus avec quelqu'un, ben, dont la vie avait été impactée par cet événement historique-là, ça ajoutait une autre couche aussi, là, donc c'est ça, je me souviens pas du nom du film. ouais. Je peux pas savoir, qui étaient les acteurs. J'ai fait des recherches, là, j'ai Hmm, essayé, avant qu'on se voit, mais ça a ça pas, sortait pas. oui, c'est ça, probablement que, je sais pas, ma maîtrise de Google, soit ma maîtrise de Google ou le fait que c'est ça, c'était pas avec des acteurs hollywoodiens, connus, là, mais donc j'ai pas pu retrouver exactement qu'est-ce que c'était. Il y a peut-être des gens qui vont écouter et qui vont dire: «Oh oui, Peut-être, je sais peut-être. c'est quoi». Vous nous le direz, mais c'est quand même un film qui a laissé sa marque, pour moi. En tout Ouais. cas, étant donné, le contexte dans lequel je l'ai vu, puis évidemment, ben, le contexte historique, général. Wow. Ça donne. En tout cas, j'aimerais retrouver le titre parce que Ouais. ça donne vraiment le goût de le regarder. Ton troisième film, c'était Tous les chiens vont au paradis de Don Bluth. Là, on va dans un autre Oui. registre complètement. On n'est plus dans Mort à Venise, on n'est plus dans un film pré-Deuxième Guerre mondiale avec une certaine innocence. Ouais, mais on est Euh, dans une tragédie quand on est même, dans dans une une certaine tragédie. mesure. Oui, 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 C'est c'est ça, ça. c'est un dessin animé de 1989. Dans la version Oui. originale, c'est Burt Reynolds et Dom DeLuise, mais dans la version québécoise, c'est Donald France et Guy Nadon. Ah, c'est merveilleux. Ah, les chansons là-dedans sont extraordinaires. Écoute, on les écoute régulièrement, là. Des fois, on est en train de faire la cuisine, Mhm. puis là, on va se mettre à fredonner quelque chose, puis là, oups, il y a rien de plus fin qu'un bon chien. Ah, faut qu'on l'écoute, puis on va la chercher sur sur YouTube, puis on la met. Mais donc, ce film-là, oui, 1989, et moi, quand même, j'ai eu mon premier enfant en 1999. Donc, Mhm. et je l'ai écouté avec elle quand elle Oui. avait, je l'espère, au moins 6-7 ans, parce que c'est quand même assez hard comme film, là. Mhm. Donc, j'ai écouté ce film-là 16 ou 17 ans après sa sortie. Et c'était la première fois que je le voyais. Je l'ai acheté dans une pharmacie, tu sais, je savais pas quoi faire. La petite, s'ennuyait. Bon, OK, je suis à la pharmacie, je vois ce film-là en DVD. OK, je l'achète, on écoute ça. Mhm. Et ça a été la première de, je sais pas combien de fois j'ai regardé ce Ouais. film-là. Les parents le savent, on regarde énormément de fois les mêmes films, Mhm. mais celui-là, vraiment, je peux pas dire que je me suis ennuyée une seule fois, malgré tout le nombre d'écoutes, que j'ai pu en faire, là. C'est un film d'enfant, mais vraiment particulier. D'ailleurs, quand on regarde sur internet, là, sur les films de critiques, là, je pense, sur Rotten Tomatoes, des fois, il y a des critiques, de journaux, mais il y a des critiques de gens qui le voient. Et il y a des gens qui sont outrés que ce film-là, que des enfants puissent voir ce Ah film ouais. parce que c'est très, très dur, puis ça parle de mafia, puis il y a des morts, puis il y a l'enfer, il y a des scènes qui sont très prenantes, qui font peur. Moi, je me souviens, ma fille, il y en avait une, il fallait peser sur fast forward, là, Ah tu sais. ouais. La scène où on voit là, une espèce de démon sorti de l'enfer là, au-dessus de la maison, là, c'était trop, il Hmm. fallait peser sur fast forward. Et j'ai même trouvé il y a des sites là, de parents qui sont plus, disons, qui suivent de plus près tout ce qui se passe Oui. dans les films, qui vont noter le nombre de fois qu'il y a du mauvais langage, le nombre de fois qu'il y a des cigarettes, le nombre de fois qu'il y a des Uh-huh. allusions sexuelles et tout. Et ce film-là, c'est ça, était scandaleux dans ce genre de site-là. Il fallait pas aller voir ça. Alors qu'il y a des parents pour qui c'était complètement l'inverse, parce que c'est un film qui parle de classe sociale, Ouais. c'est un film qui parle de la misère, de comment on peut s'en sortir ou pas. Puis il y a des gens qui disaient que leurs enfants, c'était bien qu'ils voient ça parce que Mhm. ça les initie ou ça les confronte à une réalité qui existe.
par le biais d'un dessin animé, Oui. finalement. Puis justement, toi, avec tes enfants, comment tu as abordé des questions plus touchy, là, justement, la mort, les classes sociales, mais tu sais aussi des questions d'ordre sexuel, puis tout ça. Comment tu parles de ça avec tes filles? Ouais, ben, avec ce film-là en particulier, je me souviens que le protagoniste principal, là, Charlie, Mhm. est un voyou, dans le Ouais, fond, ouais. et puis il fait des choses illégales, il cherche à tirer profit des gens. S'il se met ami avec la petite fille au début, ben, c'est pour pouvoir en tirer profit, donc c'est pas quelqu'un de gentil. Mhm. Heu, mais quand on voit ça, on se rend compte, en fait, que ce personnage-là est pris dans sa classe sociale ou dans sa situation économique, qui est très mauvaise. Donc, Oui. il essaie de s'en sortir et il est pris là, il peut pas s'en sortir d'une façon correcte, donc il faut qu'il essaie de profiter du système. Donc le problème, c'est le système, en fait, parce que, bon, évidemment, ce chien-là va être un bon chien, il va finir par aller au paradis. Mais, mais donc, comment est-ce que quelqu'un de bien peut faire des choses mauvaises, en fait? C'est un peu l'idée derrière une des idées derrière ce film-là. Puis, ben, pour moi, c'est quelque chose de très important dans l'éthique, tu sais? Comment est-ce que parfois on peut aussi être justifié, mettons, de désobéir à des lois injustes, Oui. tu sais? Donc, c'était une façon, ce film-là, pour moi, d'aborder, ces questions-là. C'est drôle parce que j'ai pas allumé tout de suite aussi que dans le film, Charlie allait voir une dame chien, une chienne qui avait Oui. plusieurs enfants. Puis j'ai pas allumé tout de suite que cette chienne-là, ben, elle avait plusieurs enfants de pères différents. Oui. Puis OK. ben, pour joindre les 2 bouts, ben, c'était probablement l'équivalent, là, d'une travailleuse du sexe, tu sais? Oui, oui, oui. Puis, j'avais pas du tout réalisé ça, puis à un moment donné, ça m'a ça m'a vraiment en tout cas, ça m'est tombé dessus, puis j'ai fait: «Ah mon Dieu, ben oui, il y a ça aussi dans ce film-là». Je me souviens pas si j'en ai parlé tant, avec mes filles, mais effectivement, les films, c'est des bonnes façons, pour moi d'aborder ce genre de sujet-là. Mhm. Les publicités aussi, Oui. évidemment, là, tu sais, pourquoi dans les publicités de shampoing, c'est très sexualisé, tu sais, des trucs comme ça. Donc, puis la question de la femme objet, tout ça Mhm. dans des films aussi, parce que bon, heu, l'échelle j'ai parlé à mes filles de comment ça s'appelle? Tu vas le savoir, toi, j'ai tellement terriblement de pas bonne mémoire pour ces choses-là, laquelle on calcule combien il y a de femmes dans Oui. un film qui ont des Oui, le test de Bechdel. oui, c'est ça, exactement. Donc, ben, je parlais de ça à mes enfants Oui. aussi, Qui est combien pour les auditeurs qui savent pas c'est quoi le test de Bechdel, c'est 3 critères pour qu'un film se classe dans le test de Bechdel. C'est à savoir s'il y a au moins 2 personnages féminins qui ont, deuxièmement, des noms, et qu'elles se parlent de quelque chose d'autre que d'un homme. c'est ça, que des relations qu'elles ont avec un homme ou en C'est tout cas ça. que leur vie soit détachée de celle des protagonistes masculins. D'ailleurs, je suis pas certaine que tous les chiens vont au paradis Le pense. passent le test de Bechdel. C'est plus difficile qu'on pense, hein? Oui, 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 mais oui, effectivement et mais ce film-là, cela dit, comme je disais, a vraiment une très bonne trame musicale, malgré le côté très, restreint là, des chansons. Mais ça me fait réaliser que je pensais pas aimer les comédies musicales, Mmh. mais j'aime les comédies musicales. J'ai acheté je sais plus combien de trames sonores de films. Hem J'aime les, voyons comment? Walk Hard, donc le Ouais, pastiche très, de très bon film. oui, oui, de la vie de Johnny Cash, la trame sonore est extraordinaire, Get Him to the Greek, la trame sonore, j'écoute plusieurs des chansons de cette Mmh. trame sonore-là quand je vais courir, je trouve ça vraiment bon. Puis honnêtement, sérieusement, tu me rencontres dans 2 jours, tu dis: «Aimes-tu ça les comédies musicales?» Je vais dire: «Ah non, Ouais. j'aime pas ça». Mais rappelle-moi que j'aime ça parce que quand je faisais la liste de films, je me disais: «Mon Dieu, il y a donc bien des comédies musicales là-dedans». Là-dessus, on va faire une très courte pause, puis on revient avec ton, non pas un film que tu détestes, mais un acteur que tu haïs, et ton plaisir coupable qui est tout en strass et paillettes. J'adore enregistrer On jase de films.
ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook, On Jase de Film, Instagram, On Jase de Film. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos 3 coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour Jaser de film. De retour à On Jase de film avec mon invité Caroline Allard, avec qui, en première partie, on a parlé des films Mort à Venise et Tous les chiens vont au paradis et son film Mystère qu'on n'a toujours pas trouvé le titre. Encore là, j'invite les auditeurs, si jamais vous savez c'est quoi ce fameux film dont on a parlé, écrivez-nous, je suis vraiment curieux de le voir. Maintenant, dans ce que tu détestes, c'est pas un film, c'est un acteur pour son œuvre au complet, qui est un grand acteur français célébré. C'est Louis de Funès. Louis de Funès, à qui on doit La Grande Vadrouille, Rabbi Jacob, toute la série des gendarmes, le très flatulent La soupe aux choux. Qu'est-ce que t'aimes pas de ce comédien-là? Qu'est-ce que t'aimes pas des comédies de Louis de Funès? Ah, écoute, c'est viscéral chez moi. Il y a quelque chose, premièrement, dans la voix. Mais c'est pas juste la voix, c'est évidemment parce que c'est souvent des rôles où il joue le rôle d'un homme plein de hargne ou très imbu de lui-même, qui va crier, qui va s'emporter. Puis il y a quelque chose là-dedans là, qui vraiment, là, il y a une vibration qui me coupe net l'envie d'écouter ça. Ça serait pas tant un problème dans ma vie si mon mari n'était pas un grand fan de Louis de Funès. Je me souviens, quand j'étais jeune, d'avoir écouté La soupe aux choux, puis je me souvenais pas exactement de ce qui se passait dans ce film-là. Là, j'ai été voir avant de te parler la description du film. Puis c'est quand même intéressant. C'est très... en fait, c'est très terroir, là. Tu sais, bon, on aime notre terroir, on est des gens du peuple, et puis là, tout à coup, la civilisation arrive, il y a des commerces qui ouvrent, il y a l'ancienne blonde, en tout cas, c'est compliqué, là, mais qui fait renaître alors qu'elle a 20 ans, elle va magasiner, puis bon, donc c'est la superficialité versus l'authenticité, je pense, ce film-là. Puis il y a quelque chose que je trouve intéressant là-dedans, mais que je trouve aussi... Moi, personnellement, j'ai pas cette fibre-là, tu vois, de désir d'authenticité là, qui serait relié à un traditionnalisme, là, tu sais, comme ça. Puis Louis de Funès, son personnage, je le vois beaucoup comme ça. Tu sais, très réfractaire au changement, très hargneux vis-à-vis des gens qui ne respecteraient pas son autorité. Tu sais, on dirait que ça, pour moi, là-dedans, il y a des valeurs là, conservatrices. Puis je suis pas anti-conservatrice, là, mais ce conservatisme-là, là, dans l'autorité, tout ça, je sais pas, ça vient me chercher, puis ça se concentre vraiment dans la voix et dans l'attitude. Mais même s'il y a le renversement des codes, généralement, tu sais, si on regarde Rabbi Jacob, à la fin, il y a un renversement de ce code-là, mais un peu tout ce qu'il a fait, c'est toujours jouer le bourgeois pour mieux le dénoncer. Oui, absolument, mais oui, tout à fait. Mais dans l'incarnation, il est trop bon, en fait. Je pense que c'est ça le problème. Il est tellement bon dans son incarnation que même si tu anticipes le renversement, je peux pas. Je peux juste pas l'écouter. Cela dit, j'ai entendu des entrevues avec cet acteur-là, super intéressant. C'est toute une personnalité aussi. C'est quelqu'un qui est arrivé, je crois, sur le tard là, dans le métier d'acteur. Puis c'est ça, sa vie est fascinante aussi, son professionnalisme aussi. Donc, on dirait que j'apprécie ce qu'il fait, mais je ne peux pas l'écouter. Et mon mari, même, des fois, bon, j'habite dans un très petit bungalow de banlieue et écoute parfois ces films avec mes filles dans le sous-sol et me mettre des bouchons dans les oreilles parce que ça
traverse les murs, là, l'espèce de voix un peu hargneuse, nasillarde, là. Oui, alors, donc, à mon grand regret, Louis de Funès, c'est non. Mmh. Puis comment tu l'as découvert, cet acteur-là? Ben, je pense qu'à la télé, hein, la soupe aux choux, ça jouait régulièrement, si je me souviens bien, là. Je sais pas si c'était à Radio-Can ou à Télé-Québec, à l'époque, mais je sais qu'à la télé, il y avait quand même assez souvent des films de Louis de Funès, qui passaient. Puis j'imagine qu'en Ouais. famille, on devait écouter ça. Mais c'est ça, j'ai vraiment le souvenir d'une vibe, plus que le souvenir d'un film comme tel, et d'avoir Mmh. décroché immédiatement là, de ce genre de personnage-là. Ton mari, as-tu essayé de te faire aimer ou de te faire comprendre Louis de Funès? Ah, complètement, oui, il a dit: «Faut que tu écoutes Le Petit Baigneur, c'est tellement bon». Parce que pour Ouais. lui, mais c'est souvent ça, hein, c'est des Oui, oui. comfort movies, si on veut, tu sais, en lien avec le comfort food. Ben, lui, Le Petit Baigneur, il écoutait ça quand il était jeune avec sa famille, puis ça lui rappelait des bons souvenirs. Puis là, ben, les filles adorent ce film-là chez nous. Mais moi, non, j'ai jamais pu, puis, autant, j'ai d'amour pour cet Oui. homme, je parle de mon mari, autant il y a des il y a des choses qu'il ne faut pas faire et écouter Louis Ouais. un Puis film quand il a français, non. commencé à montrer les films de Louis de Funès à tes filles, qu'est-ce que ça t'a fait? Es-tu allé te cacher? Puis tu fait: «Oh non, j'espère qu'ils aimeront pas ça». Ah! Mon Dieu, ben, écoute, lui, c'est les films de Louis de Funès et moi, c'est mes goûts musicaux qui me portent vers le country et ces choses-là, par Ah hein. lesquelles j'accroche mes filles aussi et que lui déteste. Donc on a chacun, Oui. il y a quand même un équilibre là qui se crée. Ton plaisir coupable maintenant, c'est un film avec, Will Ferrell, Blades of Glory. Pour ceux qui aiment Louis de Funès, peut-être qu'ils vont pas aimer Will Ferrell, donc encore là, on retrouve un équilibre. Oui, puis il y a quelque chose d'un peu incompréhensible dans le fait de dire que j'aime pas les films de Louis de Funès, mais que Blades of Glory, je peux pas m'empêcher d'aimer ça. C'est 2 acteurs qui crient énormément, là. Will Ferrell, il s'est fait une carrière sur hurler quand ça va mal, hurler Oui. quand il comprend pas, hurler quand il est heureux. Ben, c'est ça. Blades of Glory de 2007 de Josh Gordon, ça met en vedette justement Will Ferrell, John Heder qu'on avait pu voir dans Napoléon Dynamite, Will Arnett et Amy Poehler en couple de patineurs frères et sœurs qui ont une relation Oui, incestueuse. oui. Il y a aussi Jenna Fisher qui joue la blonde de je sais plus lequel des deux De gars, John Heder, en de fait, John ou Heder. oui, c'est ça, en tout cas, l'espoir romantique, Oui, c'est ça. et qui était Pam dans The Office, d'ailleurs. Et c'est un autre film, je me rends compte que j'ai acheté à la pharmacie. Donc, oui, voilà, c'est comme ça, moi, je peux pas me targuer d'être, je peux pas faire semblant que je suis une grande cinéphile quand quand on regarde où je me procure, mon divertissement. Mais j'adore les comédies caves, là, tu sais, Mmh. ça, c'est sûr, les pastiches de genre, là, tu sais, Ouais. OSS 117, j'adore. On parlait de Walk Hard tantôt, Mmh. un pastiche de biopic, j'adore. Spinal Tap, donc un mockumentary, donc un faux documentaire. Ouais. Hem, Best in Show aussi, qui est un Mmh. faux documentaire et Ouais. qui est sans doute le Best in Show, le film que j'écouterais à chaque semaine sans Ah me ouais. tanner, vraiment. Mais je peux pas dire que c'est un plaisir coupable parce que Best in Show, je considère quand même que Ah, c'est c'est très une bien fait. excellente comédie. Oui. Mais Blades of Glory, je n'ai aucune excuse. Il y a rien dans ce film-là auquel je peux me raccrocher pour me justifier de l'aimer. Mmh. Heu, c'est des fois, c'est machiste, mais bon, c'est tellement dans le burlesque aussi Oui. que c'est tellement dans le deuxième degré, mais en même temps, c'est un deuxième degré qui réchappe pas, là, ce film-là. Mais qu'est-ce que ça raconte justement Blades of Glory? Bon, alors, c'est des patineurs artistiques, qui font de la compétition de couple Mmh. et à un certain moment, donc leurs partenaires, ne sont plus avec eux, donc Will Ferrell et John Hader. Là, je me souviens plus pour quelle raison, j'aurais dû, faire mes devoirs, regarder ça avant, mais ils se retrouvent en fait à, devoir être en équipe ensemble, Mmh. donc en couple, ce qui est 2 hommes et là, évidemment, quand je dis qu'il y a rien qui réchappe à ce film-là, ben, tu as une espèce de pas, c'est pas de l'homophobie sous-jacente, mais on rigole, là, du fait que 2 gars doivent être en Ouais. équipe, là, alors que normalement, c'est un gars et une fille, là, tu sais? Mmh. Heu
Et donc, leur alliance improbable va finir par donner quelque chose de spectaculaire. Là. Oui. Évidemment, là, ils vont tout casser sur leur passage, donc ça va être extraordinaire pour eux. Et dans ce film-là, ben, il y a, tu disais tantôt, Amy Poehler et son nom m'échappe. Will Arnett. Oui, c'est ça. Qui veulent que ça échoue, donc Mhm. cette équipe, et qui vont essayer de la briser en manipulant la petite sœur, en fait, pour aller séduire un des deux, donc introduire la bisbille dans ce Mhm. couple-là. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Puis c'est ça, il y a une figure de patinage que personne n'a réussi avant, qu'il faut qu'ils réussissent. Et s'ils ne la réussissent pas, littéralement, ça va castrer un des deux personnages. Fait qu'on est dans du niaiseux, Oui, là, oui. C'est du gros mais burlesque, là. ah oui, puis c'est ça, puis du burlesque, là, vraiment qui fait appel à nos instincts les plus primaires, là, Oui. je te dirais. Avoir peur de se faire couper les gosses, là, tu sais. Trouver ça niaiseux qu'il y ait deux gars qui patinent ensemble. Tu sais, c'est ça. C'est un plaisir, mais c'est réellement coupable. Tu le sais, tu me connais. Je suis Oui. quelqu'un de conscientisé. Je suis quelqu'un qui essaie de penser aux conséquences de mes choix. Mhm. Puis c'est ça, je l'avoue, ce plaisir coupable-là, non pas pour me penser bonne de trouver ça bon, mais comme un peu un acte de contrition, là. Comme pour les comédies musicales que tu avoues à contre-cœur aimer, est-ce que tu aimes le monde du patinage artistique? Est-ce que pendant les Olympiques, tu vas t'asseoir pour regarder toutes ces paillettes et ces Ah, maquillages? c'est sûr, oui, oui. Puis là, écoute, on se parle en ce moment, je suis habillée toute en noir, là. J'ai un Oui. jean noir, j'ai mes bottes en noir, j'ai un col roulé noir. On s'entend, là, je suis pas très paillette, là. Mhm. Mais oui, je peux apprécier, je suis une grande fan de RuPaul's Drag Race. J'adore ça, là, en fait, les transformations, Oui. puis l'entertainment, là, vraiment, oui, j'aime ça. Je dois dire, quand c'est un bon show, il y a peut-être probablement quelque chose de ça, là, aussi dans Blades of Glory, là. Tu sais, je Oui. vais aimer ce genre de compétition-là, un peu kitsch, là, ou même beaucoup kitsch, mais les gens qui le font, hem, là, je dis sont pas au deuxième degré, mais ça dépend, là, pas dans le patinage artistique, je crois, là, tu sais. Oui. Il y a tout un côté chez les drag queens que j'aime beaucoup, là, tu sais, justement de prendre le dessus sur l'espèce d'apparence, là, tu sais, puis d'en faire autre chose, d'en faire, une célébration de la féminité, qui pervertit l'idée qu'on peut avoir de c'est quoi être un vrai homme et tout. En tout cas, on n'ira pas là. Mais dans Blades of Glory, il n'y a pas ça. Ouais. Non, vraiment pas. Ni dans le patinage artistique, enfin, pas encore, je crois. Mhm. Puis c'est Pas, un film qui se passe à Montréal, Oui, qui assume que c'est à effectivement, Montréal. Tu vois le stade, tu oui. vois l'habitat 67, tu vois le Le canal de la centre-ville. Chine, hein, je pense que vraiment, là, il y a Oui. la grande course, là, tu sais, comme l'espèce de moment le plus plein de suspense, là, je pense que c'est dans le canal de la Chine que ça se passe. Ouais. On Bref, a je suis encore. Oui. désolée. Je suis vraiment désolée de ça. Ben non, faut vraiment assumer ses choix. Puis je veux dire, tu m'en parles, puis il y a une partie de moi qui a envie de le revoir, mine de rien. Ah! Euh, Écoute, je le regarde une fois de temps en temps encore, mettons une fois par 2 ans, Mhm. puis je ris. Puis en même temps, on dirait ben, c'est ça qui est en fait, ouais, c'est intéressant ça aussi parce qu'avec tout ce qui se passe socialement aussi, je pense que de plus en plus, là, quand je le regarde, là, l'espèce d'idée: «Ah, c'est tellement niaiseux, 2 gars qui font du Ouais. patinage artistique ensemble», puis je pense que ça vient, à force de sensibilisation, je pense que là, ça vient me déranger Hmm. de plus en plus. Ouais. Puis tu vois, comme je te disais, j'aime ça être dérangée aussi. Fait que je trouve ça intéressant de voir que ce film-là, que j'ai pu regarder il y a 10 ans, puis trouver hilarant, que Ouais. maintenant, ah, j'ai des malaises, ah, j'aime ça, tu sais? Ça fait prendre conscience d'un chemin. Puis je dis pas, des fois, c'est pas nécessairement, il y a pas de jugement de valeur, là, tu sais, de dire, j'aime moins ça maintenant, ça peut être pour complètement d'autres raisons. Mais là, ce chemin-là, qui accompagne un chemin social aussi, dire: «Tiens, mon malaise, il vient de là», puis j'aime ça prendre conscience de ça, je trouve ça intéressant.
j'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse sur Best in Show. Qu'est-ce Oui. que tu aimes autant de cet humour-là, de ce genre-là, du cinéma de Christopher Guest, parce que c'est pas le seul film de lui que t'aimes. Qu'est-ce qui Oui. te plaît de Best in Show en particulier? Ben, je me souviens plus, il date de quelle année, mais je pense que j'avais pas vu tant de faux Uh-huh. documentaires, au moment où je l'ai vu. Donc ça a été comme une espèce de, tu sais, ça a chatouillé une partie de mon cerveau, là, qui a fait: «Oh my God, c'est donc ben le fun ça». Mais c'est des portraits de gens, en fait, qui ont des chiens, qui vont porter Ouais, à une compétition de chiens et donc on les accompagne dans la préparation de leurs chiens. Mais évidemment, ce que ça montre, c'est des névroses, ouais. individuelles, des névroses de couple, des névroses sociales. Heu heu, par exemple, les 2 il y a 2 personnages, qui ont un chien, puis leur chien est donc enfin, pour eux, là, il est donc difficile, il est donc capricieux. S'il a pas son petit jouet, il pourra pas dormir. Mais tu vois à quel point c'est de la projection totale, que Oui, c'est eux qui sont totalement et complètement névrosés. Ça, c'est complètement hilarant. Il y a un couple dans lequel la femme, tu vois qu'elle a quand même un grand passé de séductrice et puis qui profite, dans le fond du chemin. À chaque fois qu'elle croise un gars, elle dit: «Ah oui, on a déjà sorti ensemble». Puis son ma tu sais, tu vois comme la jalousie dans le couple et tout, qui est un peu, je dirais pas jusqu'à dire une critique de ça, mais en tout cas qui met ça en lumière aussi, là. C'est-à-dire quand on sort de notre petit chez soi, on peut être confronté à des choses qu'on n'aime pas ou qu'on avait mis de côté. Donc ça, c'est intéressant. Une relation, un gars qui est avec son chien, qui habite dans la forêt, puis que là, tout à ouais. coup, il arrive dans la grande ville. Donc, c'est des c'est toutes sortes d'univers, en fait. Je trouve que c'est très habile comment ils sont parvenus à tisser un univers avec toutes ces unités-là là, qui possèdent leur chien, puis qui arrivent. Puis évidemment, il y a l'acteur, encore une fois, évidemment, je ne me souviendrai pas du nom parce que je ne me souviens jamais des Oui. noms. Il est mort tout récemment. Oui, Fred Willard. Oui, dans les dernières semaines. Oui, Et oui, il oui. est tellement formidable. Il fait le gars qui commente, en fait, les parades de chiens, ou en tout cas les numéros que les chiens vont faire ou les chiens qui vont être présentés. Donc, une espèce d'animateur Mhm. ou de commentateur sportif, mais pour des chiens, et qui a aucun filtre, qui connaît manifestement rien à tout ça, mais qui est d'une candeur et d'une joie de vivre absolument formidable. Puis cet acteur-là, j'ai commencé à écouter ça vient de Oui, sortir Space sur Netflix, Force. Space Force. Il est dans Space Force, puis Oui, ben là, c'est plate, là, tu sais qu'il est mort, là, ben tu ouais, le vois, puis oh mon Dieu, il est formidable. C'est un grand acteur comique, Fred Willard. vraiment. Puis, je veux juste savoir, est-ce que ça t'est déjà arrivé une situation où, bon, tu sais, t'as des enfants, tes enfants, probablement qui ont dû faire genre du théâtre au secondaire ou au primaire ou qui ont dû être dans des situations où ils devaient performer, puis t'as projeté toi-même tes angoisses puis, ou ta fierté en disant ah, ils vont être comme ça, ils doivent faire ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ces moments-là? Oui, ça m'est arrivé il y a genre 4 jours, je dois dire. OK. Parce que ben, en ces temps de plus d'école pour les élèves du secondaire, mais qui doivent quand même, faire l'école à distance, mais il y avait un show and tell dans le cours d'anglais Oui. et ma fille montrait sa guitare et là, j'étais spectatrice impuissante du fait qu'elle parlait de sa guitare, mais qu'elle a pas joué de la guitare pour montrer comment elle jouait. Puis là, ça a tout pris parce que, c'est ça, moi je me disais: «Oh mon Dieu, elle va éblouir les gens qui vont être là en jouant ça, elle va peut-être même chanter. Oh, ça va être extraordinaire». Non, elle a juste vraiment parlé 3 minutes et quart, puis elle était gênée, elle a pas joué de guitare, puis comme le deuil qu'il y avait à faire, il y a juste moi qui l'ai fait là. Parce qu'elle, ça y passait 10 pieds par-dessus sa tête. Mais moi, j'avoue que ça m'a beaucoup fait rire parce que moi, je suis beaucoup dans l'autodérision Oui. aussi, et je me voyais en train de réagir comme ça et je trouvais ça très drôle. Alors, si je te rencontre dans 2 jours dans la rue, puis que tu me dis: «Est-ce que tu projettes des trucs sur tes enfants?» Je vais dire: «Ben non, jamais. C'est pas vrai», tu me diras. Écoute, ça a été un plaisir de te recevoir sur l'émission. C'est toujours le fun de discuter avec toi. Oui. Si jamais les gens veulent suivre tes péripéties sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Oh my God, c'est une bonne question. Faudrait que j'ouvre mon Facebook, là, mais je fais jamais ça. Mais
Viens me demander en amitié, puis tout va bien aller. Sinon, il n'y a pas grand-chose sur ma page Wikipédia. Il y a 2 lignes. Si jamais vous voulez rajouter des niaiseries, allez-y. Oui. Mais non, mais voilà, je suis pas... je sais pas quoi dire. Je sais jamais quoi dire à ces affaires-là. Vous me verrez quand vous me verrez. C'est correct? Effectivement. Bon. Ça marche. Parfait. Caroline, encore une fois, ça a été un plaisir. Et mon nom est Guy à Saint-Cyr. Et avec Caroline Allard, on a jasé de film.